Salut, je suis Megapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast, la Ligue des dirigeants. Podcast au cours duquel nous recevons des dirigeants qui partagent leur expérience pour entrer dans la classe, des gens qui savent prendre une organisation et la faire performer. Comme vous le savez, la chose la plus simple, ce n'est pas de créer sa propre boîte ou bien d'être nommé. La chose la plus simple, ce n'est pas le fait de dire qu'on connaît le management ou bien qu'on sait comment on fait marcher une boîte. La chose la plus simple, ce n'est pas de dire qu'on peut faire le job, c'est de réussir effectivement à faire le job. Il y a de ces dirigeants qui arrivent à relever le défi de la performance des organisations au XXIe siècle. Nous les recevons dans la Ligue des dirigeants. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un grand dirigeant. Je l'appelle chaleureusement Magdosh. Il est directeur général de NCAV Assurance Bénin. Et il sera mon invité pour ce nouveau numéro du podcast, la Ligue des dirigeants. Bonjour DG. Bonjour Eman. Ah ben tiens, on est très heureux de te recevoir. Donc, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un d'extraordinaire, un ami. En même temps, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'on a deux choses en commun. Hein. C'est qu'on est tous des auteurs. Exactement. Bon, je suis un apprenti auteur. Oh mon Dieu, quelle humilité. À côté de toi. Quelle humilité. Ah non, mais il est auteur. Alors, je vais vous présenter Magloire. Magloire, il est diplômé, il a une licence en économie à la faculté des sciences et de gestion de l'université de Abomey-Calavi, avant d'intégrer en 2002, suite à un concours international très sélectif d'ailleurs, l'Institut international des assurances à Yaoundé, où il est sorti major de sa promotion en 2004 avec une maîtrise en sciences et techniques d'assurance. Il est également titulaire d'un master en sciences et techniques comptables et financières. Oh mon Dieu, tu es expert comptable aussi? Bon, je ne dirais pas que je suis expert comptable, mais il était important, on va dire, d'ajouter à mon background cette expérience en matière de gestion financière. Histoire qu'on ne dise pas que le gars c'est un assureur, il connaît rien de la gestion des entreprises. En tout cas, il faut montrer de quoi on est capable. Allez, je continue. Allez, Magloire de Chamou est doctorant en sciences de gestion, option executive doctorate in MBA. Wow. À l'Académie des sciences de management ASMP de Paris, France. Et il fait partie de cette nouvelle génération de cadres, de hauts cadres, dirigeants béninois, sur qui il faudra compter dans son secteur d'activité au-delà. Sa carrière débute réellement en 2005, c'est bien cela, Magloire? Exactement. En 2005, et il connaît une ascension qu'on va dire fulgurante et rapide. En effet, de 2005 à 2011, il occupera successivement les fonctions de chef service production et réassurance, chef département bureau direct, écoutage, directeur technique. Et à seulement 31 ans, en 2011, il a été nommé directeur général de FEDAS Côte d'Ivoire. Et c'est sous sa houlette. Et en seulement 3 ans, il a fait passer le chiffre d'affaires de FEDAS CI Côte d'Ivoire, donc de 1,3 milliard à 4 milliards. Oh, mon Dieu, quelle croissance. Quand je dis aux gens qu'on peut faire 200% de croissance, ils n'y croient pas. En voilà l'illustration parfaite avec Magloire de Chameau. Et il permettra à cette entreprise qui faisait à peine partie des 15 dernières, 20 dernières entreprises, il est rentré dans le top 5 du marché, quelque chose à quoi personne, n'est-ce pas, ne s'attendait du tout sur le marché parce qu'on était parti pour cette société, n'avait aucun avenir. Bien évidemment, quand on produit ce niveau de résultat, l'une des choses qui arrivent en général, c'est que là, on est chassé par les chasseurs de tête. Il va intégrer très rapidement Colina, qui deviendra plus tard Saram Togo, en qualité de directeur général. Et en l'espace de 4 ans, il a fait passer l'entreprise d'un chiffre d'affaires de 5 milliards à 8,5 milliards de 2014 à 2017. Oh mon Dieu. Et il est même avec un résultat qui est passé de 240 millions à 721 millions. Pour dire seulement que ce n'est pas une question de on fait de la croissance pour faire de la croissance, c'est une croissance saine, c'est une croissance rentable. L'un des défis majeurs d'ailleurs que les organisations du XXIe siècle sont appelées à relever. En février 2019, il va intégrer le prestigieux groupe NCA avec la confiance de M. Jean Kakou Diagou qui lui confie la direction de la filiale Vie
du groupe NCA au Bénin, poste qu'il occupe actuellement. Et je voulais rappeler que sous son autorité, le chiffre d'affaires est passé de 4 milliards, n'est-ce pas, en 2018 à 6 milliards 4 en 2021, soit une croissance d'environ 54% à des émissions, à fait nouvelle, en l'espace de 3 ans. Magloire de Chameau, comme je vous l'ai dit, il est un passionné de son métier, il est un promoteur du métier des assurances et il a publié à ce titre 2 livres. Un premier, Assureur, métier mal connu, pour faire la promotion, n'est-ce pas, de l'assurance, du métier de l'assurance, paru aux éditions du Panthéon à Paris en novembre 2018, et puis va rééditer cela à travers la maison d'édition TIA Publishing en 2020. Et en 2021, comme si ça ne suffisait pas, il a sorti un autre livre, cette fois-ci, pour appeler la population africaine, n'est-ce pas, à s'assurer. Le titre de ce livre, Magloire, c'est « Et si on s'assurait tous ?» Je voulais rappeler, pour finir, que Magloire de Chameau est père de 3 enfants, marié et père de 3 enfants, passionné d'écriture, de lecture, de football. Ouais, lui, moi, on a joué une fois le football, j'ai vu ce dont il était capable, et bien évidemment, des questions liées au développement du continent. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a publié ces 2 majestueux livres de promotion du secteur de l'assurance et d'appel à la souscription, à la protection contre la précarité. Alors, je vais commencer, Magloire, par des questions simples pour toi. Alors, ma première question pour toi, Magloire, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le secteur de l'assurance? Merci Herman, merci pour cette belle présentation. Alors, ce qui m'a poussé, on va dire, un concours de circonstances, je ne le raconte pas souvent. Il faudra le faire aujourd'hui. Je ne le raconte pas souvent, mais tu sais, lorsque j'avais le bac, j'avais un oncle, Monsieur Félix Aldimi, qui venait souvent à la maison. Et tu sais, j'étais fasciné par sa posture, sa façon de s'habiller. J'étais fasciné par ce qu'il dégageait comme... Non, mais c'est pas la peine de rappeler que tu l'as copié, hein. Donc... Tu ne fais pas attention quand il faut se mettre... Bon, allez. J'essaie de faire au mieux. En tout cas. Donc, écoute, c'est cette envie de le ressembler qui m'a amené donc à aller vers les assurances. Et un jour, alors que je venais d'avoir mon bac, je suis allé vers lui pour dire, écoute, tonton, je veux être comme toi. Ce que tu fais là, il est fait. Voilà, je veux faire ça. Et donc, il m'a dit, écoute, il faut que tu t'inscrives dans une école d'assurance. Tout de suite, il m'a envoyé vers le ministère des Finances. C'est ça. Parce qu'il voulait que je fasse le diplôme donc de l'IA. C'est ça. Mais je suis allé là-bas. Comble de l'histoire, c'est qu'il venait de faire le concours. Tu as raté le train. J'ai raté le train, donc je devais attendre 2 ans. Donc pendant ce temps, il m'a dit de m'inscrire à l'université. Donc ce que j'ai fait, et donc au bout de 3 ans après, je suis revenu faire le concours. Donc voilà un peu comment je rentre en assurance en 2002. J'intègre donc l'IA comme tu l'as présenté tout à l'heure. Alors là aussi, il y a une histoire par rapport à l'IA parce que je rentre à l'IA en 2002. C'est ça. Et on sortait donc de plusieurs promotions donc, où c'était que les Sénégalais qui sortaient major. Ils sont intelligents, ces gars. En tout cas, c'est peu de le dire. En tout Mais cas, j'explique. L'histoire des Sénégalais, c'est qu'en fait, ils ont appris le Coran, ils bûchent le Coran. Donc, ils ont appris, ils savent comment bûcher tout. Écoute, donc, quand je rentre à l'institut, l'une des choses que je dis à mes parents et à mes proches et même au directeur des assurances à l'époque, M. Adjano, j'ai dit, écoute, moi, j'ai envie d'arrêter donc cette hégémonie donc, des Sénégalais sur cette promotion. Tu es quand même béninois. Bon, j'ai dit, mais je suis quand même béninois. Donc, par la grâce de Dieu, c'est ce que je suis arrivé à faire. Et tu es sorti majeur de la promotion. En 2004, c'est cela. Oh mon Dieu. Donc, voilà un peu comment... Donc, je rentre dans les assurances par, on va dire, cette volonté de ressembler à mon oncle. Et puis après, si tu veux, j'ai découvert ce métier. J'avoue, c'est pas parce que c'est mon métier, mais c'est un métier formidable. Waouh. Et avant qu'on ne parle de toi en tant que dirigeant d'entreprise, tu es tellement passionné des assurances et tu as dit qu'il faut que tu fasses quelque chose pour promouvoir l'assurance. D'où t'es venue l'idée d'écrire des livres? Écoute, ça me fait aujourd'hui, mine de rien, près de 19 ans dans le métier. On dirait pas, hein? Oui. Je fais vieux déjà. C'est vrai que tu as quelques... Elle va blanche. Comment ça marche, blanche? Ça montre que vraiment, voilà, tu n'es pas de la dernière. Donc, en fait, tu sais, Herman, toute ma carrière, puisque j'ai la chance d'avoir gravi tous les échelons.
je n'ai pas commencé DG. J'ai commencé producteur, chef service production. Stagiaire avant ça. Stagiaire avant ça. J'aime rappeler à mes collaborateurs que j'ai commencé avec un salaire de 60 000 francs CFA. Ah ben. Oui. Moins de 100 euros. Oui, moins de 100 euros, bardé de tous mes diplômes. Hein? Ah non, alors, en sortant de l'IA, En sortant de l'IA, puisque je ne pouvais pas... tu sais, les recrutements, quoi qu'on dise, ne sont pas systématiques. Absolument. Oui, donc quand on arrive, il faut accepter de faire des stages, il faut accepter de passer. Donc, je suis passé par la phase transitoire. Mais très rapidement, tu as fait tes preuves. Oui, très rapidement. Donc, c'est dire que je suis rentré dans ce métier et puis je l'ai adopté. Et aujourd'hui, je suis content de savoir que j'ai appris, mais j'ai aujourd'hui acquis une expérience qui me fait dire que c'est important que nous qui sommes acteurs donc, de ce secteur, on puisse réexpliquer donc ce métier aux gens. Parce qu'en réalité, c'est un métier formidable, mais qui souffre, on va dire, de la méconnaissance, qui souffre donc du manque d'explication. Les gens ne savent pas qu'on se retrouve dans la précarité parce qu'on n'a pas pris les dispositions. Exactement. Alors, il y a une chose que j'ai trouvé épatant dans ton histoire et ta passion pour les assurances, c'est que de FEDAS, donc Bénin, à FEDAS Côte d'Ivoire, en passant par Salam Togo, tu t'occupais presque exclusivement de l'IRD. Exactement. Et comment j'apprends que tu passes au Bénin en tant que directeur général de NCA Vie Assurance Bénin, je me dis, mais est-ce que ce gars, il va s'en sortir? C'est ça. Comment est-ce que tu as réussi la transition? Parce que c'est l'une des choses, quand on était habitué à une matière et qu'on change de matière, beaucoup de gens tombent dans les balbutiements. Mais apparemment, non, ça n'a pas été le cas chez toi. Non, écoute, tu fais bien de le souligner, mais peut-être ce qu'il faut que je rappelle, c'est que de 2016 à 2017, j'ai quand même piloté le dossier d'agrément donc, de Salam Vie, que j'ai piloté de bout en bout au Togo. L'agrément au Togo. Et j'ai quand même fait une année donc, en tant que DG de cette administrateur. Il y a cette précision là. Il y a cette précision. Et comme je le rappelle également, au cours donc, de la première année, on a quand même terminé l'année avec 550 millions de chiffre d'affaires. Première année, pratiquement 3% donc, de part de marché, alors que d'autres sociétés qui existaient depuis 10 ans avaient du mal à croître. Donc, j'avais déjà cette expérience-là. Super. En réalité, il faut avouer que c'est cette capacité donc, de s'adapter très rapidement. Parce que quand on est formé assureur, on n'est pas formé que pour la branche non-vie et à l'exclusion donc, de la branche vie. On est formé entièrement. C'est clair que dans la carrière, on est amené à devoir se concentrer sur tel ou tel aspect, mais moi, j'ai eu cette chance-là. Dès que le challenge donc, de NCA Vie s'est présenté, pour la petite histoire, tu sais que le challenge de NCA Vie s'est présenté à un moment très important de ma vie. Ah oui, absolument. De ma vie, de ma vie privée tout court, de ma vie professionnelle. Donc pour moi, il y avait une revanche à prendre. Il y avait une revanche à prendre. Et pour les personnes à qui je fais un grand coucou, Dominique Diagou, Janine Diagou, le président Jean-Kakou Diagou, c'était pour moi une façon de leur dire merci, parce que je devais leur dire merci pour cette chance extraordinaire qu'ils m'ont donnée de reprendre pied dans la profession, alors que auparavant j'étais vomi. Presque au cœur de la vague, on va dire comme ça. Presque au cœur de la vague, le mot n'est pas fort. Mais déjà, c'est rien d'extraordinaire, parce qu'en fait, on dit souvent, pour que ça puisse fleurir, il faut que ça puisse pourrir. Exactement. Parfois, l'une des choses extraordinaires qui arrive à la graine, qui finissent par devenir des fleurs qu'on apprécie, c'est que ça pourrit d'abord. On t'enterre, on pense que t'es fini, et puis bah, tu sors comme un bambou qui est resté 5 ans là-bas, et puis bah. Et moi, je suis impressionné par les résultats que tu obtiens. Et l'une des choses intéressantes, l'une des choses déterminantes de ce podcast, c'est qu'à chaque étape, on va tirer des leçons. Quelles leçons tu tires de toi en tant qu'assureur, étudiant assureur, stagiaire assureur, DG assureur? Comment est-ce qu'on tombe amoureux de son métier pour augmenter ses chances de réussir sa carrière en tant que cadre et en tant que cadre dirigeant plus tard? Non, écoute, tu sais, la première chose qu'il faut faire, et ça c'est une invitation à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est d'abord maîtriser son job. Connaître son job. C'est primordial. C'est primordial. Après, c'est mon père qui disait, mon feu père qui disait quelque chose. Il disait, Magloire, même quand on dit que les diplômés, les gens qui connaissent leur job n'ont pas de travail, le jour où il y aura du travail, on ne choisira que parmi les gens qui ont le diplôme. Oh my God. Donc, même si on dit qu'il n'y a pas assez de travail, le jour où il y aura du travail,
il n'y a que les gens qui maîtrisent leur job qui vont trouver le boulot. Ça, c'est une citation. Alors, donc, du coup, je suis resté accroché à cette phrase donc, de mon feu père et j'ai travaillé à maîtriser le job. Et c'est important de le dire parce que, tu sais, on a beaucoup de gens qui sont dans la profession. On a fini l'école avec beaucoup de gens, d'autres sont peut-être plus méritants que nous. En fait, quand il dit méritants, ils ont peut-être fait de longues études, ils ont fait beaucoup de diplômes, mais après, dans la profession qu'on a choisie, c'est très important donc de connaître son métier, de connaître de quoi on parle. Absolument. Lorsque techniquement tu sais how it works, comment ça marche, le mode d'emploi, qu'est-ce qui fait qu'en assurance vie ça marche, voilà, en assurance vie, pourquoi ça marche. En ce moment-là, tu te rends incontournable par rapport à des investisseurs qui ont besoin d'avoir des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour faire marcher leur business. Des interlocuteurs qui rassurent. C'est cette chance-là que moi j'ai eue toute ma carrière. Comme j'ai dit, je ne suis pas fils d'eux. Mes parents sont de modestes. Ma mère, elle est une commerçante. Mon feu père était un électricien frigoriste, a créé son entreprise, après il est allé à la retraite. Donc, je ne suis pas fils d'eux. Mais j'ai eu la chance parce que j'ai travaillé, en tout cas, je le pense, à connaître mon job, à savoir ce que je dois faire, quand est-ce qu'il faut le faire. J'ai eu la chance d'avoir la confiance donc, de personnes qui, en réalité, leur volonté, eux, de faire marcher leur business, a croisé donc, moi, ma détermination a réussi. Et donc, cet ensemble-là a fait que j'ai fait ce parcours-là que tu révèles au monde aujourd'hui. Oh, magnifique, c'est extraordinaire. En tout cas, l'illustration parfaite, c'est que tu peux lire 2 livres sur les assurances. Il faut être sûr qu'on maîtrise ce dont on parle pour créer un document Word et puis mettre la première phrase. C'est ça. Et si on s'assurait tous. C'est pour dire, je sais de quoi je parle. C'est ça. Wonderful. Ce qui m'amène à la phase suivante. Un jour, nous étions à un workshop à Dubaï. Et tu avais ton conseil d'administration. Il y avait un décalage horaire entre Dubaï, bien sûr, et 3 heures. Et donc, ton conseil devait avoir lieu, on va dire, à 15 heures. Sauf mon erreur. C'est ça. Et puis, j'étais tranquille. Et au bout de 30 minutes après, je te vois réapparaître. Je dis, mais Joe, c'est comment? Ton conseil a été annulé? Et tu me dis... Que c'est fini. C'est fini. Que le conseil a duré 15 minutes. Oui. Quand on est un dirigeant, enfin, sauf mon erreur, l'un des moments les plus durs de la vie d'un dirigeant, c'est quand on doit aller en conseil. C'est ça. Mais il y a des choses qui doivent se passer avant pour qu'en allant en conseil, ça soit comme si, eh bien, j'ai fini de préparer ma lettre d'amour que je vais envoyer à ma copine qui se trouve de l'autre côté peut-être des Atlantiques et je mets ça juste dans la boîte aux lettres. Donc, ton conseil, c'était comme une boîte aux lettres. Je lui dis, comment on en arrive à là? Écoute, Eman, l'expérience acquise fait que, tu sais, le conseil d'administration, c'est à la fin de l'année. Mais en réalité, le conseil d'administration se prépare dès le premier jour de l'année. Il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise. S'il y a de l'agréable tous les jours, s'il y a du méticuleux tous les jours, s'il y a du management tous les jours. C'est ça, c'est-à-dire que le résultat qu'on présente en fin d'année, c'est l'accumulation des résultats journaliers. Et comme on dit en mina. C'est tout. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec les équipes, c'est de travailler chaque jour à mettre en ordre tout ce qu'il faut et à le communiquer à la hiérarchie, recevoir leurs orientations, leurs observations, à faire les corrections qu'il faut. Et donc, du coup, quand on arrive en conseil, il n'y a plus de débat puisqu'on a passé tout le temps à rendre compte, à corriger, à améliorer, à suivre, monitorer. Donc, du coup, le conseil ne peut plus être tendu. Il n'y a pas de surprise. À la limite, tu sais ce qui va être dit parce que s'il y a des éléments qui ne sont pas, où tu n'es pas confortable dans ton document, tu le sais d'avance, tu as déjà posé le problème, tu sais ce qui va être dit. Donc, du coup, moi, j'ai eu cette chance-là durant toute ma carrière jusque-là, d'avoir si tu veux, des conseils qui se sont en général très bien déroulés parce que je travaille de façon régulière à ce que toutes les données qui doivent être transmises aux uns aux autres puissent être gérées dans le temps. Et donc, du coup, il n'y a pas de surprise. En tout cas, je travaille à ce qu'il y ait le moins de surprises possible. C'est un travail de tous les jours. Il ne faut pas reporter, il ne faut pas dire que bon, je vais faire ça après. C'est un travail de tous les jours. Magnifique. Ce qui suppose de l'organisation. Exactement. Des équipes mobilisées. Exactement. Ce qui suppose que tu as une stratégie. Exactement. Tu es allé en conseil budgétaire. Tu as dit, je m'en vais faire ça. Et parfois, pour ce qui te concerne, on te dit, mais tu es trop ambitieux. Exactement. En quoi l'ambition permet à un dirigeant de viser la Lune et finir par décrocher les étoiles? Mais c'est ça, c'est important pour le dirigeant de viser la Lune. C'est tout le sens
du game, ça. C'est tout le sens du game. Parce que tu le soulignes. Moi, j'étais en conseil la dernière fois. Tu imagines que c'est le conseil qui te demande de revoir tes objectifs à la baisse. Alors qu'en général, on dit au DG que le DG n'est pas suffisamment ambitieux. Et dans ton cas, on te dit de revoir les objectifs. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu as rendu aussi fou que ça? Ben écoute, c'est... Quelle expérience de ta vie t'a montré que tout est possible? Non, écoute... Je me rappelle à l'époque quand j'étais venu te voir à FEDAS et j'ai dit, mais vous êtes le combienième du marché? Et tu me dis, bon, pour faire simple, on fait 1,3 milliard. C'est ça. Et j'ai dit, mais tu es sûr que tu vas t'en sortir? Dis, écoute, je vais transformer cette boîte. C'est ça. Quand tu te retrouves à 4 milliards plus tard, il n'y avait pas de suivi. Comment on développe cette ambition? Écoute, là où les autres tremblent. C'est d'abord... Et c'est parce que toi, tu as la chance d'être à plusieurs reprises premier de ta classe? Non, pas du tout. Tu vois, c'est cette ambition, c'est cette volonté de marquer son temps. Marquer son temps. Ne pas passer pour passer. Voilà, je dis toujours cette phrase à tous mes collaborateurs. Je dis, il faut que l'histoire retienne que nous avons été là. Oh mon Dieu. Parce que ce n'est pas possible. Et ça, j'ai dit, au-delà de tout ce que l'homme n'est pas parfait. Absolument. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire, je ne vois pas d'entreprise où je suis passé où les gens vont oublier mon passage. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ce que j'essaie... Quand on passe de 1,3 milliard à 4 milliards, de 5 milliards à 8 milliards 5... Écoute, je te raconte une anecdote. Je t'en prie. Lorsque je prends la tête de FEDAS Côte d'Ivoire en 2010-2011, c'est ça. Le siège de l'entreprise est aux 2 plateaux. Pour ceux qui connaissent Abidjan, les 2 plateaux, quand on dit le siège est aux 2 plateaux, par rapport à la plupart des entreprises qui sont au plateau, bon, tout de suite, ça donne déjà l'idée. Vous êtes de seconde zone, troisième zone même. Je dis à mes gars, moi, je veux partir au plateau. Pour aller au plateau, il faut pouvoir payer un loyer d'au moins 10 millions par trimestre de loyer, alors qu'on était à un loyer de 1 million par trimestre. Il faut produire pour pouvoir supporter ce loyer. Parce que le conseil ne te suit pas dans cette folie. Donc, si tu ne peux pas garantir le résultat. Je vais en conseil, je propose ça. Le conseil valide, je dis, moi je vais faire le chiffre qu'il faut pour aller au plateau. Oh mon Dieu. On dit, ok, dès que tu produis le chiffre, on t'autorise. Perspective même de production de chiffre, on m'a autorisé. On est reparti au plateau. Mais quand on est reparti au plateau, tu n'imagines pas. Donc tout ça, mais attends, l'aménagement donc du siège, l'atmosphérique, les collaborateurs, la dynamique, tout ça, ça crée une émulation. Mais à un moment donné, les gens ne voyaient que nous dans le pays. Et donc c'est pour ça que nous passons donc de 1,3 milliard à 4 milliards et avec une amélioration donc, des résultats. Donc ce qu'il faut souligner également, c'est que je ne suis pas arrivé à tous ces résultats-là seul. Ah, ça c'est clair. Tu disais tout à l'heure que quel est le secret? Le secret, donc je disais qu'il faut maîtriser son job. Après, il faut avoir de l'empathie, il faut avoir la capacité de mobilisation des équipes. Savoir qu'est-ce qui fédère les gens, qu'est-ce que les gens aiment entendre, qu'est-ce qu'il faut dire pour que les gens puissent produire davantage de résultats. Pouvoir être pour les gens la seule source pour avoir les solutions à toutes leurs problématiques. Être un garant. Un garant, pas un garant, je veux dire, laxiste. Il faut que les gens reconnaissent en nous, en tant que dirigeants, celui-là qui est là. Lorsqu'il faut travailler, il est rec. Lorsqu'il faut également mettre de l'ambiance, faire de l'empathie, être proche d'eux, avoir donc de la proximité, une proximité même, rentrer même dans leur vie privée. C'est ça, c'est le mélange de tout ça qui fait que à chaque fois, j'ai ce résultat et je n'ai pas de doute. Donc quand j'ai pris la tête de NCAV, pour la petite histoire également, tu sais que l'idée reçue en Afrique, en général en Afrique de l'Ouest, c'est que la vie est compliquée, les populations ne souscrivent pas, donc on se casse la tête. Mais moi j'ai dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On s'y est mis. Et en 2 ans, en 2 ans, 3 ans, tu vois, le chiffre d'affaires s'est accru quand même de plus de 55%. Et ça ne s'est pas fait au détriment du résultat. À chaque fois, j'insiste dessus. Croissance du chiffre d'affaires avec également une amélioration du résultat. Donc, c'est un ensemble donc, de choses qui lient. Donc, connaissance donc, du job, proximité avec les employés parce que... L'ambition, rêver grand. Il faut rêver grand. C'est très important. Il faut toujours rêver grand. Par exemple, cette année, notre objectif, tu le connais, mais l'objectif donc moi, avec mes équipes, on s'est fixé, c'est quasiment le double de ce que le conseil nous a fixé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une stratégie claire. Exactement. On va venir à ça tout à l'heure, parce qu'en fait, l'une des choses impressionnantes, quand on parle de l'ambition, à la capacité à délivrer pour ne pas devenir un nid of peace,
c'est que j'ai remarqué, pour ce qui te concerne, et tu me l'as expliqué la dernière fois, c'est qu'en fait, tu as un plan pour délivrer ce que le conseil a demandé. Exactement. Et tu as un plan pour surprendre le conseil. Exactement. Pourquoi c'est important? Non, mais c'est important parce que c'est... Tu vois... Parce que, excuse-moi, Magloire, les gens disent souvent, oui, le conseil nous a demandé ça, mais nous, on se challenge pour faire ça. Mais il n'y a pas un plan pour garantir le résultat du conseil. Il n'y a pas un plan pour faire le supplément pour qu'on dise waouh. C'est tout, c'est ce qui est important. Il ne faut pas aller en conseil en victime expiatoire ou bien rester là à dire que non, le conseil parle, mais après, non. Il faut avoir donc la politique donc, pour soutenir ce qu'on a envie de faire. Des mécanismes clairs. Des projets ambitieux. Et tu es un habitué donc, de NCA Vie et tu sais que pour chaque année, nous à NCA Vie, en tout cas, tu sais que... On sort une liste de projets qu'on déroule. Qu'on déroule et qui est suivi avec des chefs de projet. Et moi-même, le directeur général, je suis le coordinateur de tous les projets. J'interviens, j'assiste aux réunions. Je suis là. C'est-à-dire que je ne suis pas le DG. Bon, excuse-moi, je ne suis pas le DG de salon. Je ne m'embarrasse pas des... La preuve, j'ai pas arrêté à t'attendre parce que tu étais sur le terrain. Bon, j'étais sur le terrain. Tu vois, constamment sur le terrain avec les collaborateurs parce qu'il faut leur donner l'exemple. Il faut qu'ils comprennent que... C'est un enjeu que la direction générale porte personnellement. Voilà. Et c'est ça qui fait que, avec le même personnel, je n'ai pas fait un recrutement extraordinaire. Rocambolesque. Je travaille depuis 3 ans avec pratiquement 90% du personnel qui était là. Mais avec le même personnel, aujourd'hui, tu vois une filiale qui est transformée en matière donc, même de perception que les membres de la société ont vis-à-vis donc, de leur entreprise, leur implication, leur détermination, les propositions qu'ils sont capables de faire. Et écoute, on forme une famille. Comment on passe d'une entreprise qui peut-être à des chiffres qui sont challengés par le conseil d'administration, qui font réfléchir? Comment on passe d'une ambiance presque morose à une ambiance où les gens disent depuis que le DG est là, les choses vont mieux? Comment on réussit cette transformation quand on reprend une nouvelle boîte? De ton expérience à FEDAS CI, de ton expérience à Saham Togo et ton expérience à NCA Vie Bénin, comment on réussit à insuffler une nouvelle dynamique? Tu sais, il dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Il y a de richesse que d'hommes. Tout ce que je fais est basé sur les ressources humaines. Parce que c'est ça la matière première, on va dire, donc, de l'entreprise. Donc, mon challenge permanent, c'est lorsqu'il y a une mission, c'est qu'il faut voir en face les hommes qui sont appelés donc, à réaliser cette mission. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces personnes-là puissent être les plus productives? En tant que guide, il faut leur montrer la voie. Et c'est ça le rôle donc, du chef. Leur dit, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Sans approximation. Sans approximation. Sans tergiversation. Non, c'est important en tant que chef, il faut montrer la voie. Après, lorsqu'on montre la voie pour y aller, il est possible qu'on n'ait pas tous les moyens qu'il faut y aller. Absolument. Les moyens, ça peut être des moyens matériels, les moyens de formation et autres là. Et ça, il faut être capable donc, de mettre en place les stratégies qu'il faut pour faire la formation, de l'accompagnement. Il faut aller demander les moyens au conseil d'administration pour dire on a besoin de ça pour aller à tel endroit. Le DG doit être capable de faire tout ça et ensuite il met les équipes au travail. Et j'aime dire souvent que je ne vois pas de personnel épanoui qui ne fasse pas le job. Ça n'a jamais, ça ne ment pas. Quand on arrive à insuffler une nouvelle énergie. C'est clair, on a le résultat. Et c'est ce que moi j'expérimente depuis pratiquement 12 ans de direction générale. Ça n'a jamais menti. Lorsqu'on a un personnel qui est épanoui, lorsque le personnel reconnaît en vous cette capacité donc d'insuffler la dynamique, de montrer la voie, d'écrire la stratégie, de discuter avec eux, de les impliquer, de monitorer, d'évaluer, il n'y a pas de miracle. Comme je le dis, la réussite est une science. J'aime dire à mes collaborateurs souvent que nous devons être capables chaque fois de savoir pourquoi nous réussissons. La réussite ne peut pas être une surprise. Ça doit être programmatique. On réussit parce qu'on a fait ce qu'il faut pour réussir. C'est clair. Absolument. DG, tu arrives à la tête de NCA Bénin, Assurance Bénin, et tu te rends compte de ce que tu n'as pas la possibilité sur des niches précises que la banque assurance. Il faut trouver des alternatives. Il y a une méthode qu'on appelle la stratégie des océans bleus. Là où personne ne va, on y va. Comment tu as su utiliser cette méthode pour faire de la croissance? Ah mais mon cher, c'est aussi l'écoute, le flair et surtout la présence sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Non, c'est clair. Donc, tu veux me dire qu'un DG est un homme de terrain? Mais attends,
Un DG, c'est d'abord c'est-à-dire un homme de terrain. Si tu n'es pas un homme de terrain, tu vas être totalement déconnecté. De la réalité. Ah oui. Du potentiel du marché. Mais c'est clair. Mais tu fais et tes collaborateurs te disent, c'est pas possible, DG. Mais ils me disent, mais non, mais DG, mais attends. Mais je dis, on y va. On y va. On dit qu'on ne m'a pas une personne qui est présente. Non, on y va, j'enlève ma cravate, je mets mon polo et tout, je vais sur le terrain. Je parcours, je m'en vais, je rencontre des populations, Écoute, nous travaillons aujourd'hui avec une trentaine de partenaires microfinance. Quand j'arrivais en 2019, on en avait moins de 10. Et ça ne produisait pas, j'imagine. Mais je dis, on avait une production de moins de 100 millions. En 2021, on a fait près de 550 millions. Avec les microfinances. Avec les microfinances. Une niche que personne ne veut toucher. Attends, aujourd'hui, NCAV se revendique d'être le leader, le partenaire, le premier partenaire des microfinances au Bénin. Il n'y a pas de débat autour de ça. Parce que nous avons su être à leur côté, on a su créer les produits qu'il faut, on a su créer la proximité qu'il faut et on a su créer l'accompagnement qu'il faut, qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de parler donc de micro-assurance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, sans parler donc de NCAV. C'est même pas possible aujourd'hui que quelqu'un aille maintenant aujourd'hui dire c'est-à-dire au structure microfinance. Tout le monde veut travailler avec NCAV parce que nous avons la flexibilité qu'il faut, on a la dynamique qu'il faut et je suis là, les équipes sont disponibles avec donc, ces partenaires. Ne pouvant pas être numéro 1 chez les banques, en banque assurance, tu as décidé de créer Exactement. Une niche où tu vas être le numéro 1 le plus apprécié. Exactement. Et on l'est le numéro 1 à ce niveau-là. Et en 2021, très très heureux de voir que notre part de marché, donc au niveau de la composition du chiffre d'affaires au niveau de la prévoyance, on a atteint la barre donc des 20% aujourd'hui au niveau de la prévoyance, alors qu'on était, si tu veux, à 10-12% il y a 3 ans. Parce qu'il est possible de vendre des petits produits avec les... L'avenir donc de l'assurance en général et l'assurance vie, c'est d'aller vers les populations les plus éloignées et de proposer des produits de masse. On ne peut réussir qu'en le faisant. Parce que se contenter de faire les grands comptes et autres, c'est bon, ça embellit le chiffre d'affaires, mais ce qui va donc accroître donc, le taux de pénétration, ce qui va améliorer la rentabilité et améliorer le taux d'accessibilité donc, des assurances, c'est les solutions qu'on propose donc, aux populations donc, qui sont entre griffes exclues aujourd'hui donc, du système assurantiel. C'est ce que nous faisons. Et le mobile insurance qui est quelque chose d'avenir, c'est quelque chose que vous expérimentez nous sommes déjà dedans puisque nous sommes au Bénin la première société à avoir signé une convention d'assurance avec une structure de micro, c'est-à-dire une structure de téléphonie mobile. Aujourd'hui, nous avons lancé Micro Assurance Vie qui, s'il te plaît, permet aux populations de souscrire à des produits à partir de 75 francs, 25 francs. CFA. Donc, c'est pour te dire que nous avons... C'est une démocratisation de l'assurance. C'est clair. C'est-à-dire que nous sommes allés très loin et nous continuerons donc de faire en sorte pour que NCAV soit de façon résolue l'assureur donc de la masse, l'assureur donc de toutes les populations béninoises. Déjà, tu as quoi, 41 ans ou 42 ans, c'est ça? Bientôt 42 ans. 42 ans. Ouais. Et quand on a 42 ans et puis on a 12 ans d'expérience de direction générale, parce qu'on est devenu DG à 31 ans, ouais. C'est possible ça? Nous, on croyait qu'on est DG quand on a 50 ans. Non, mais c'est possible, c'est bien possible. Mais comment on arrive à avoir cette fulgurance? J'ai tout dit tout à l'heure, hein, quand je parlais, il y a la passion, il y a cette ambition de rêver grand. Et puis, il y a aussi avec le temps, ce sentiment-là d'incarner, donc, on va dire, de servir d'exemple à toute une génération. Vous savez, moi, quand j'étais devenu DG en 2010-2011, à 31 ans, j'étais le plus jeune DG de tout l'espace CIMA. Mon Dieu. Pour moi, c'était comme une grande responsabilité parce que je me Pour donner espoir à ceux qui n'y croient pas. Parce que je me souviens quand mon PCA de l'époque me nommait, il disait « Ah, mais bon, moi je te mets là, j'espère que tu vas faire le job, tu vas me décevoir. » Donc, tu vois, cette phrase-là qui résonne dans ta tête tout le temps. Je ne vais pas te décevoir. Et ce n'est pas, je ne vais pas gâter le nom de mon père. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est ça, il y a cette passion-là, cette volonté donc, de bien faire les choses. Et puis avec le temps, tu vois, tu sens le poids de la responsabilité et qui t'amène à te dire qu'il faut foncer, il faut être dans une amélioration permanente. Mais tout ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des bas, il y a des moments difficiles dans la carrière, mais tout ça, il faut assumer. C'est tout ça qui fait finalement on va dire le jeune vieux DG que je suis. Jeune vieux DG. Justement, parce que tout est facile pour toi.
comment en tant que directeur général, on vit les moments difficiles où tu as l'impression que tu es dans le creux de la vague, tu as l'impression que le ciel et la terre vont tomber sur toi aujourd'hui? Écoute, je vais pas trahir un secret, mais c'est important quand on est DG d'avoir une vie de famille, on va dire, calme. Une vie de famille qui au moins là-bas, ça va. Au moins là-bas, ça va. Parce que ici, ça chauffe. Ici, ça chauffe. Donc, vraiment, moi, j'ai pu passer ces moments-là avec le soutien de mon épouse, à qui je fais un petit coucou. Un petit coucou. Elle s'appelle comment déjà? Solange. Solange. Coucou Solange. Solange. Si tu nous écoutes, bien sûr. Et qui, avec elle et les membres de ma famille, ont été, on va dire, d'un grand soutien pour gérer les moments difficiles. Et c'est toujours comme ça. Moi, je retrouve donc, si tu veux, ma tranquillité dans les moments durs. Des discussions avec mon épouse, m'amuser avec mes enfants, ça suffit pour me détendre et me dire que c'est peut-être dur maintenant, tout de suite là, mais le lendemain, ce sera meilleur parce que bon, c'est la vie, il faut continuer d'avancer. Très bien. On va peut-être arriver à nos 3 dernières questions. Oui. Ok. C'est des questions difficiles. Ben, on va y aller. Très bien. Qu'est-ce qui t'énerve en général? Alors, ce qui m'énerve en général, c'est lorsque je confie des missions aux collaborateurs et qu'ils sentent qu'il y a une difficulté, qu'ils viennent m'en parler qu'au moment où j'attends le résultat. Et tu deviens médecin après? Oui, t'aimes pas ça? Je n'aime pas ça. Tu veux conserver la marge de manœuvre? Oui. Je veux bien que lorsqu'il y a une difficulté, qu'on vienne me voir avant, pas au moment de délivrer. Très bien. Ça, c'est ce qui t'énerve en général. Ok. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as peur? Parce que ce métier fait trembler. Oui, ça fait trembler, c'est vrai. Mais en général, il y a ce recours à Dieu, à la prière. Et ça calme, parce qu'après, on n'a pas de force à part Dieu. Super. Dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage en tant que dirigeant, en tant que père de famille, en tant que citoyen africain? Vraiment, ça c'est une question qui est d'une importance capitale. Mon rêve, c'est que le continent africain se développe avec le secteur de l'assurance. Parce que tu sais, j'ai la conviction que nos dirigeants au plus haut niveau ne connaissent pas encore la force, donc cette puissance que l'assurance a. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants en Afrique et les statistiques montrent que très rapidement on va atteindre les 2 milliards d'habitants. Et imagine que chaque citoyen africain en capacité de le faire arrive à consacrer 100 francs CFA par jour à l'assurance. Mon rêve, c'est celui-là. Mon rêve, 104 milliards. C'est de faire en sorte que chaque année, le continent africain brasse des milliards et n'ait plus jamais besoin de l'extérieur pour se développer parce qu'on a les ressources qu'il faut en Afrique pour le faire. Je me rappelais, on devait lever des montants colossaux. La dernière fois en Côte d'Ivoire, tu dis, mais les compagnies d'assurance peuvent faire ça. Bien sûr. C'est pour montrer à quel point tu... J'y crois fermement et c'est ça mon combat. J'estime aujourd'hui que, en tant qu'assureur, après tout ce temps passé, je me dis 18 ans d'expérience, pratiquement 19 d'expérience professionnelle, je ne dirais plus que je n'ai plus rien à démontrer. C'est toujours avec beaucoup de passion que je fais mon job. Mais j'estime qu'après avoir fait tout ce temps, je peux aussi porter cet autre combat, celui donc de contribuer à ce que l'assurance se développe sur le continent. Et ça, c'est mon choix dans ma tête. Donc ce que je souhaiterais que les gens retiennent de moi, c'est que c'est ma gloire, celui qui, par son dynamisme, sa détermination, sa créativité a réussi à impacter de façon positive donc, le développement de l'assurance en Afrique. Oh, magnifique. En tout cas, c'est un très plaisir d'avoir été avec Magloire de Chameau. Il est le directeur général de NCAB Assurance à Bénin. Il est auteur de 2 livres, Assureur, un métier mal connu. Et bien évidemment, Et si on s'assurait tous, un passionné du secteur de l'assurance en Afrique francophone, dont je suis d'ailleurs très fier parce que parfois, partout où il passe, il s'est laissé des traces en disant « Je suis parti de ce point ». À un point d'amélioration. Les administrateurs n'étaient pas contents, les assureurs n'étaient pas contents. Quand je suis passé par là, tout le monde était content. En tout cas, Magloire, ce fut un très grand plaisir de t'avoir dans ce podcast, la Ligue des dirigeants. Et je suis sûr que ton message, ton expérience va inspirer plus d'un. Allez, moi j'étais très heureux également d'avoir été avec vous. Tu as un mot de fin pour nous?
Écoute, merci de cette opportunité-là que tu m'as offert. Je fais un gros coucou, comme je le dis, à mon épouse, à mes enfants. Et un merci particulier également aux dirigeants donc, du groupe NCA. Je veux nommer le président Jean Kakou Diago, le DG, le DGA, Janine Diago et Dominique Diago, pour cette opportunité qu'ils m'ont donné donc, de pouvoir m'éclater et vivre donc, cette passion-là. Merci à eux et que vive le groupe NCA en avant et comme on le dit, agir ensemble, on y va. Agir ensemble, on y va. En tout cas, merci beaucoup pour ce magnifique mot de fin. Allez, moi, j'ai été très heureux d'avoir été avec vous pour ce nouveau numéro de notre podcast, La Ligue des dirigeants. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à notre workshop à Nairobi, ce sera du 5 au 11. Nous allons parler des enjeux de direction générale. Tu seras à Bien Nairobi? sûr. Ok, donc Magloire sera à Nairobi, partagera également son expérience avec nous, comment on traverse la vallée de la mort, comment prendre des décisions difficiles, comment on mobilise les équipes pendant les périodes difficiles, comment on recrée de la croissance à nouveau quand personne n'espère en cela. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la Ligue des dirigeants. On se dit ciao, ciao, bye.